Ce temple a laissé les générations futures tout simplement émerveillées par l'ambition, la réalisation, le raffinement et l'élégance des bâtisseurs. Cet immense temple de pierre massive, d'une précision et d'un art incroyable témoigne d'une maîtrise et d'un talent exceptionnel. Il y a plus de 1000 ans, des artisans indiens ont sculpté un temple à même la montagne, un sanctuaire immense de pierres de dévotion et d'une précision hors du commun. Certains aspects de la construction du Kailasha restent un mystère. L'un de ses nombreux secrets a été révélé il y a environ un siècle, celui de la construction d'un temple à Ellora, si merveilleux que même les dieux en furent stupéfaits. Aujourd'hui, il est toujours là, mais ses véritables origines demeurent un mystère. Lorsque les chercheurs ont commencé à l'étudier avec des méthodes modernes, une découverte inattendue a été faite. Des détails enfouis dans la roche ne correspondaient pas à l'âge de sa construction, une chambre forte cachée sans aucune inscription mentionnée, et des découvertes si troublantes que même des chercheurs chevronnés en furent stupéfaits. Un monument que la science ne peut expliquer. Perché sur le plateau du Deccan sculpté dans les falaises basaltiques du Maharashtra, se dresse un monument qui intrigue les chercheurs depuis des générations. Le temple de Kailash n'est pas seulement ancien, il ne ressemble à rien de ce qui a été construit avant ou après lui. L'édifice s'élève de la terre, ses murs, et ses piliers aux formes si pures qu'il est difficile d'imaginer la montagne dans sa forme originelle. Pendant des siècles, tous ceux qui se sont tenus devant lui ont cherché à comprendre comment un monument aussi vaste et complexe avait pu émerger d'un seul bloc de pierre. Le site fait partie du complexe des grottes d'Ellora, qui abrite des dizaines de structures rupestres. Mais Kailasha est si extraordinaire qu'il se distingue. Construit au 8e siècle sous le règne de Rashtrakuta, le roi Krishna Iyer, le temple paraît encore plus incroyable compte tenu de son ancienneté. Aucune trace écrite de sa construction d'expérimentation ou d'une tentative antérieure n'a été consignée. Il est simplement apparu dans l'histoire tout formé. Mais les légendes locales proposent leur propre explication. Une légende raconte qu'une reine pria le dieu Shiva lorsque son roi tomba gravement malade. Elle fit vœu de jeûner jusqu'à apercevoir le Shikara du temple, la flèche qui marque la demeure divine. Selon ce récit, l'artisan sculpta jour et nuit jusqu'à ce que le sommet du temple émerge de la roche, permettant ainsi à la reine de tenir sa promesse. Qu'il s'agisse de réalité ou de légende, Kailasha fut créé sous une pression extraordinaire, avec une rapidité extraordinaire, par des artisans possédant des compétences bien supérieures à ce que les documents de l'époque laissent entendre. Kailasha est le plus grand temple monolithique taillé dans la roche au monde, une structure unique et continue, sculptée à même une falaise. La plupart des temples sont construits par couches successives en partant du sol. Ici, cependant, les bâtisseurs ont procédé à l'inverse. Ils ont enlevé tout ce qui n'avait pas sa place, révélant ainsi à l'intérieur de la montagne des salles, des colonnes, des sculptures et d'imposantes murailles. Une fois les travaux terminés, on estime qu'entre 200 et 400 tonnes de roches ont été extraites. Malgré l'important effectif déployé, la logistique de cette opération reste difficile à évaluer avec précision. La cour de Kailasha mesure environ 82 mètres sur 46 et est entourée de murs de plus de 30 mètres de haut. Au centre se dresse le sanctuaire principal, conçu dans le style dravidien courant dans les temples du sud de l'Inde. Des piliers indépendants encadrent la cour. Des ponts relient les niveaux supérieurs aux galeries environnantes. Sur les murs du Kailash se déploient des sculptures inspirées des épopées hindoues, des scènes du Ramayana et du Mahabharata, ainsi que des représentations de dieux, de démons, d'êtres célestes et de batailles mythologiques. Chaque mur recèle une multitude de significations, chaque figure étant placée avec intention.
Le détail est précis et délibéré. Même dans les zones où les ouvriers devaient sculpter suspendus à une hauteur vertigineuse ou nichés dans d'étroites cavités creusées profondément dans la roche, la profusion de sculptures témoigne non seulement d'un grand savoir-faire, mais aussi d'une méthode organisée que les historiens peinent à reconstituer. Pourtant, malgré la taille et l'importance du monument, on ne sait presque rien de sa construction. Aucune inscription ne mentionne les ouvriers. Aucun document n'explique le déroulement des fouilles. Aucun ingénieur de l'Antiquité n'a laissé de notes sur les techniques nécessaires pour creuser de si vastes chambres sans déstabiliser la falaise. Pour un projet de cette envergure, ce silence est inhabituel. Dans de nombreuses cultures anciennes, les grandes constructions étaient consignées en détail pour honorer le roi ou commémorer les ouvriers. Ici, la montagne ne livre aucune explication de ce genre. Tout doit être déduit de la pierre elle-même. Les chercheurs ont tenté en vain de reconstituer le processus. La structure comporte plusieurs niveaux des espaces interconnectés et des choix architecturaux qui semblent avoir été planifiés dès le départ. L'agencement ne révèle aucune hésitation et aucune trace de changement de cap ou de correction d'erreur de la part des bâtisseurs. Pour un monument entièrement sculpté par enlèvement de matière, un tel niveau de précision est difficilement compatible avec l'absence de documents de planification détaillés. Même la composition de la main-d'œuvre reste sujette à débat. Sculpter des centaines de milliers de tonnes de basalte aurait nécessité une équipe coordonnée d'artisans, d'ingénieurs, d'ouvriers et de spécialistes de la sculpture sur pierre. Pourtant, aucun témoignage clair ne permet de déterminer le nombre de personnes impliquées, la durée de leur travail, ni la manière dont le processus était supervisé. Mais le plus grand mystère de Kailasa ne réside ni dans son ampleur ni dans sa beauté. C'est la précision qui s'y cache. Certains détails gravés profondément dans la roche témoignent d'une planification et d'une maîtrise technique bien supérieure à ce que le 8e siècle aurait pu permettre. Et ce sont ces éléments, ceux dont aucune inscription ne fait mention, qui soulèvent les questions les plus importantes. La technologie de pointe à l'origine du Kailasa. Comprendre comment le Kailasa a été sculpté exige de prendre du recul et d'observer la structure d'un œil neuf. Chaque cour s'aligne parfaitement avec la précédente. Les sanctuaires sont orientés avec précision. Les piliers s'élèvent à intervalles réguliers. Les sculptures conservent équilibre et proportion, même lorsqu'elles sont disposées à différents niveaux du temple. Rien ne semble avoir été fait par hasard ni improvisé. L'ensemble du monument donne l'impression d'avoir été réalisé selon un plan si précis que chaque coup de ciseau était parfaitement justifié. Ce niveau de précision est d'autant plus remarquable si l'on considère les outils disponibles au 8e siècle. Les artisans travaillaient avec des ciseaux, des marteaux et des pics en fer affûtés à la main. Des outils rudimentaires qui se seraient rapidement émoussés sur du basalte. La roche d'Ellora est d'origine volcanique dense et résistante, ce qui en fait l'un des matériaux les plus durs qu'un tailleur de pierre puisse travailler. Pourtant, les surfaces sculptées du Kailasa restent tranchantes des siècles plus tard. Les arêtes s'assemblent parfaitement. Les angles sont droits et les sculptures en relief conservent des détails d'une finesse qui aurait dû être quasiment impossible à réaliser à une telle échelle. Certains théoriciens ont évoqué la possibilité de techniques perdues ou de connaissances ancestrales transmises de génération en génération. L'archéologie conventionnelle privilégie une explication plus pragmatique, une main-d'œuvre importante d'artisans qualifiés qui ont perfectionné les techniques de taille de la roche au fil des siècles. Malgré cela, l'immensité de Kailasa soulève encore des questions. D'autres sites antiques témoignent d'un savoir-faire remarquable, mais chacune suit une méthode différente. Pétra, en Jordanie, a également été creusée directement dans une falaise avec des façades entières, taillées dans du grès.
Cependant, la pierre de Petra est beaucoup plus tendre et plus facile à travailler que le basalte, et la plupart de ces structures sont des sculptures peu profondes, orientées vers l'avant, plutôt que des bâtiments entièrement excavés et indépendants. Les pyramides égyptiennes, quant à elles, témoignent d'une autre forme de maîtrise. Des millions de blocs de calcaire et de granit ont été extraits, transportés et empilés avec une précision stupéfiante. Pourtant, Kailasa se distingue par le fait qu'aucun élément n'y a été transporté ni assemblé. La plupart des spécialistes estiment que des milliers d'ouvriers, des sculpteurs et artisans aux carriers et aux travailleurs de soutien ont participé à la construction. Leur coordination aurait nécessité un leadership fort et une planification précise des travaux. Quelle zone fouiller en premier ou extraire les gros blocs de pierre quand commencer à sculpter les détails et comment protéger la structure à mesure que les chambres profondes s'ouvraient. En l'absence d'inscription, la chaîne logistique ne peut être étudiée qu'à travers la pierre elle-même. Les surfaces intérieures du temple conservent de légères traces d'outils disposés selon des motifs réguliers témoignant du travail d'équipes successives qui ont façonné le monument par couches successives. Certains chercheurs estiment que le temple aurait pu être achevé en une vingtaine d'années, notamment si une main-d'œuvre importante y avait été employée en continu. D'autres soutiennent que le processus aurait été plus long compte tenu de la densité de la roche et de la précision de la sculpture. L'absence de documents de construction rend difficile l'établissement d'une chronologie précise. Ce qui est certain, c'est que le volume de pierres extraites représente un défi même pour les équipes modernes dépourvues de machines. La durabilité de la pierre de Kailasa témoigne également de la maîtrise des matériaux dont les bâtisseurs faisaient preuve. Au cours des siècles suivants, certaines parties du complexe d'Ellora ont subi des invasions et des dégradations délibérées. Sous le règne moghol, l'empereur Aurangzeb aurait ordonné la démolition du Kailasa. Cependant, ce projet fut abandonné lorsque les ouvriers réalisèrent qu'il était impossible de le démanteler de manière pratique. Détacher des éléments de cette structure monolithique s'est avéré quasiment impossible, notamment en raison de l'absence de joints ou de sections assemblées. L'agencement de Kailasa révèle également une conception structurelle d'une rare finesse qui dépasse le simple cadre esthétique. Les piliers sont positionnés de manière à répartir le poids uniformément, les cours ouvertes soulagent la pression et les ponts reliant les différents espaces sans solliciter excessivement le sanctuaire central. Les bâtisseurs semblent avoir compris les fractures naturelles du basalte et les avoir exploitées pour creuser, assurant ainsi la stabilité de l'ouvrage tout au long des travaux. Aujourd'hui encore, des ingénieurs examinent le temple pour comprendre comment de si vastes cavités ont pu être créées sans provoquer d'effondrement. La montagne a soutenu cet espace ouvert pendant plus de 200 ans, un résultat qui témoigne autant d'une planification rigoureuse que d'un talent artistique exceptionnel. Derrière tous ces détails restés sans réponse se cache une vérité simple. Les bâtisseurs de Kailasa travaillaient avec un niveau d'organisation et un savoir-faire pratique qui dépassent de loin ce que l'on observe habituellement au 8e siècle. La précision des sculptures, la géométrie rigoureuse, la répartition judicieuse du poids et l'immense volume de roches extraites témoignent d'un procédé de construction bien trop avancé pour l'époque. Le mystère qui entoure le monument s'épaissit encore lorsqu'on découvre ce qui se cache sous le complexe du temple. Des découvertes récentes suggèrent la présence de systèmes sophistiqués sous Ellora, une découverte qui soulève de nouvelles questions. Anomalie découverte sous Ellora. Le sous-sol d'Ellora renferme un mélange de formations naturelles et artificielles que les chercheurs s'efforcent encore de cartographier. L'ensemble du complexe repose sur du basalte du Deccan, une roche volcanique façonnée par d'anciens cycles de refroidissement qui ont créé des diaclases, des fractures et des bandes d'altération au cœur de la falaise. Ces formations apparaissent parfois comme des signatures de type cavité,
lors des relevés topographiques, mais plusieurs de ces relevés se situent à des endroits qui ne correspondent pas au comportement géologique attendu. Leur emplacement soulève des interrogations, car certains se trouvent directement sous des éléments architecturaux du temple de Kailasa. Plusieurs grottes voisines présentent des niveaux inférieurs, aujourd'hui obstrués ou effondrés, dont les premiers documents suggèrent qu'elles s'étendaient autrefois plus profondément dans la roche. Les ouvertures subsistantes dans ces niveaux pointent vers l'axe général des fondations de Kailasa. Qu'elles soient intentionnelles ou fortuites, la constance de l'orientation de ces passages a conduit les chercheurs à envisager l'existence d'un plan souterrain reliant plusieurs grottes au temple principal. Les études archéologiques d'Ellora se concentrent souvent sur les sculptures et l'architecture, mais le système hydraulique souterrain du site est tout aussi complexe. Les rapports de conservation documentent un réseau intégré de citernes de canaux et de bassins de rétention creusés directement dans la roche. Ces ouvrages étaient conçus pour collecter et acheminer les eaux de pluie, alimenter l'agglomération environnante et protéger le temple de l'érosion. Des canaux de drainage traversent et entourent Kailasa, évacuant l'eau des zones vulnérables. Ils s'intègrent à un paysage plus vaste façonné par des micro-bassins versant de petites cours d'eau saisonniers et des réservoirs naturels qui se forment pendant la mousson. Il en résulte un système hydrologique qui semble délibéré plutôt que fortuit. Les réservoirs d'eau qui entourent le complexe témoignent d'une planification minutieuse. Leurs parois sont conçues pour retenir les eaux de ruissellement et leurs surfaces sont taillées pour ralentir l'écoulement. L'objectif n'était pas seulement d'assurer l'approvisionnement en eau, mais aussi de préserver la structure en la protégeant des dommages à long terme causés par les fortes pluies. Des systèmes similaires existent à Ajanta et sur d'autres sites antiques indiens, mais l'ampleur et la précision du système d'Ellora sont remarquables. Les bâtisseurs n'ont pas simplement sculpté un temple. Ils ont façonné le terrain environnant pour l'adapter aux différentes saisons. Un des aspects les plus importants de cette découverte est que certaines signatures de vide détectées sous Ellora se situent à proximité de grands cours d'eau. Cela ouvre plusieurs perspectives. Il pourrait s'agir de cavités naturelles formées par une ancienne activité volcanique ou d'ouvertures aménagées pour réguler le débit de l'eau. Sans fouilles, il est difficile d'en déterminer la fonction. De nombreuses traditions religieuses prévoyaient des espaces dissimulés ou partiellement cachés sous la structure principale. Ces espaces ont servi à diverses fins. Certains étaient des chambres de fondation destinées à stabiliser les grands édifices. D'autres formaient des caveaux rituels utilisés pour des cérémonies sans accès au public. Certains sites comprenaient des mandapas halls ou chambres construites sous terre pour maintenir une température fraîche et offrir des espaces intérieurs paisibles propices à la méditation ou à des rites spécifiques. Ces éléments n'étaient pas de simples ajouts décoratifs. Ils formaient une strate structurelle et spirituelle sous le temple visible. À Ellora, des traces de ces pratiques apparaissent dans des détails subtils. Dans plusieurs grottes, des marches partielles descendent dans des bassins comblés ou effondrés. Des rainures creusées se prolongent dans des passages obstrués. Ces vestiges rappellent les structures souterraines d'autres temples indiens, mais leur répartition autour du Kailash les rend moins susceptibles d'être considérés comme des choix isolés. Ils suggèrent que les bâtisseurs s'appuyaient sur un système architectural plus profond, s'étendant sous les structures visibles et ayant pu influencer l'emplacement de cours entières. Grâce au progrès des techniques de prospection, les équipes poursuivent l'étude du paysage souterrain sans fouilles invasives. Le géoradar et la cartographie de la densité peuvent parfois révéler de nouvelles formes sous la surface, mais leur interprétation demeure complexe. Un vide peut être une cavité naturelle, un passage effondré ou une chambre creusée et scellée intentionnellement il y a fort longtemps. La forme visible de Kailasa est extraordinaire en soi, mais les structures cachées sous Ellora
suggèrent une planification technologique plus poussée encore mal comprise. Les bâtisseurs ont su tirer parti de la roche du paysage et des systèmes hydrauliques témoignant à la fois d'une intelligence pratique et d'une vision à long terme. Plus on étudie ces structures souterraines, plus elles confortent l'idée que Kailasa n'était pas un simple temple creusé dans la falaise. Il s'inscrivait dans un projet plus vaste qui s'étendait sous la surface de la montagne. Mais ces caractéristiques ne sont qu'un début. Kailasa présente plusieurs particularités inhabituelles qui ne correspondent pas aux connaissances actuelles en matière d'ingénierie du 8e siècle. Elles soulèvent de nouvelles questions sur la manière et les raisons de la création de ce monument. Caractéristique remarquable du temple de Kailasa. Kailasa fut construit comme un espace sacré dédié à Shiva, sous sa forme de Kailasanatha, seigneur du mont Kailash. De ce fait, chaque partie du temple s'articule autour de cette identité. Le sanctuaire principal se dresse au centre de la cour taillée dans le même bloc de roche que les murs et les piliers environnants. À l'intérieur du sanctuaire, le Shiva Lingam repose dans une chambre silencieuse et tamisée, véritable cœur spirituel du complexe. Les fidèles y pénètrent, comme il y a plus de 1000 ans, entrant dans une pièce sculptée avec une telle précision qu'elle n'a jamais nécessité de reconstruction. Devant le sanctuaire principal se dresse le Nandi Mandapa, un pavillon indépendant, lui aussi taillé dans la falaise originelle. Au centre se dresse la statue de Nandi, le taureau de Shiva, orienté vers le sanctuaire de l'autre côté de la cour. L'alignement entre les deux structures est parfait, offrant une vue directe du pavillon au sanctuaire intérieur. Cette disposition se retrouve dans de nombreux temples d'Inde, mais celle de Kailasa est unique, car les deux structures ont été créées par l'extraction de pierres depuis le haut et non par l'assemblage de pièces séparées. Kailasa demeure un lieu de culte actif encore aujourd'hui. Des pèlerins s'y rendent tout au long de l'année, et le temple connaît son apogée lors de Maha Shivaratri, lorsque la cour se remplit pour des prières et des offrandes qui durent toute la nuit. Les rituels se perpétuent dans les mêmes salles qu'occupaient autrefois les fidèles, suivant des traditions qui ont traversé les siècles. Des lampes sont allumées dans le sanctuaire. Des chants s'élèvent des salles sculptées et le temple devient un lieu de rencontre entre son passé lointain et sa vie présente. La continuité du culte a contribué à préserver la vocation du lieu, même si les méthodes employées pour sa construction restent un sujet d'étude. Une autre caractéristique remarquable de Kailasa réside dans ses qualités acoustiques. Certaines salles diffusent les chants avec une tonalité douce et homogène, permettant aux voix de se propager sans distorsion. Les dômes sculptés et les plafonds voûtés à l'intérieur des salles modèlent le son de manière à sublimer les chants rituels. Un simple chant peut résonner doucement sur la pierre, emplissant l'espace sans se perdre en clarté. Les visiteurs perçoivent souvent cet effet même sans en comprendre le mécanisme. Une syllabe murmurée près d'un mur peut se propager dans la salle avec une force surprenante. Ces caractéristiques acoustiques semblent intentionnelles plutôt qu'accidentelles. Les bâtisseurs ont sculpté de vastes salles aux surfaces lisses qui réfléchissent le son selon des schémas prévisibles. Les hauts plafonds permettent au chant de se propager, tandis que les passages plus étroits acheminent les échos plus profondément dans l'édifice. L'obtention de ces effets dans un temple monolithique exigeait une maîtrise parfaite de la profondeur de la hauteur. La hauteur et de l'angle de la surface. Contrairement aux temples construits ultérieurement à partir de blocs assemblés, les artisans n'avaient ici qu'une seule chance d'obtenir les proportions exactes. Parmi les autres caractéristiques impressionnantes du temple figurent les cours intérieures qui ouvrent l'édifice à la lumière du soleil et dirigent l'éclairage vers les espaces centraux durant la journée. Des piliers créent des allées ombragées qui restent fraîches sous la chaleur de l'après-midi. Des plateformes surélevées
permettent de se rassembler sans encombrer le sanctuaire intérieur. Même l'emplacement des balcons et des fenêtres sculptées semble être pensé pour la circulation de l'air, assurant une ventilation dans un espace qui autrement pourrait paraître lourd de pierre. Ces caractéristiques témoignent que Kayasa a été construite à la fois pour la pratique spirituelle et pour assurer la pérennité du site. Chaque élément remplit une fonction précise dans les déplacements quotidiens des fidèles et le rythme des rituels. Cependant, la précision de ces choix soulève des questions plus profondes quant à la manière dont les bâtisseurs ont conçu un site aussi complexe dès le premier jour des fouilles. Croyez-vous que le Kayasa ait été construit par les anciens Indiens? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur la suivante, aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. À bientôt!